Peter J. Safar. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien comme ça, et pourtant, on le surnomme souvent le père de la réanimation moderne. Oui, c'est vrai. Ces idées, ces découvertes, elles ont un impact potentiel sur la vie de chacun, vraiment, sans qu'on le sache forcément. C'est ça. Aujourd'hui, on va explorer un peu la vie et l'œuvre de cet homme qui était assez incroyable. On s'appuie principalement sur une nécrologie très détaillée, parue dans la revue Resuscitation juste après sa mort en 2003. Une source très riche, oui. Ça retrace vraiment bien son parcours. Notre objectif, c'est quoi? C'est de comprendre qui il était, comment il a bouleversé la médecine d'urgence, et puis pourquoi son héritage est toujours aussi important aujourd'hui. On va essayer de repérer les déclics, les moments clés qui ont tout changé. C'est une excellente idée. Allons-y. Alors tout commence à Vienne en 1924. Il naît dans une famille de médecins. Son père était ophtalmo, sa mère pédiatre. On pourrait se dire, bon, la voie est toute tracée. Oui, sauf que l'histoire arrive très vite. En 1938, c'est l'Anschluss, l'Autriche est annexée par l'Allemagne nazie. Et là, c'est le drame pour sa famille. Exactement. Coup dur, ses parents perdent leur travail. Sa mère est d'origine juive, donc considérée non aryenne. L'adolescence de Safar bascule complètement dans un environnement qui devient très hostile. Et ça le touche, lui, personnellement. Il est envoyé en camp de travail en Bavière, il subit des violences, puis il est censé rejoindre l'armée allemande. Mais il y échappe, c'est ça? Oui, et c'est une anecdote assez folle qui montre déjà une sacrée détermination. Il avait de l'eczéma. D'accord. Et avant chaque visite médicale pour l'incorporation, il frottait ses plaies avec une crème contenant de la tuberculine pour les aggraver volontairement. Non, c'était risqué. Ah oui, très risqué. Mais ça a marché. Il a été réformé. Son but, c'était clair. Il ne voulait pas tuer ou être tué. C'est ce qu'il disait. Incroyable. Cette volonté de trouver un moyen si jeune. Bon, finalement, il commence ses études de médecine à Vienne en 1943, en pleine guerre. J'imagine que voir les ravages de la guerre, la maladie, la faim, ça a dû le marquer à vie. Ça a forgé chez lui une conviction très profonde. Il voulait rendre le monde meilleur. Ça va vraiment être le fil conducteur de toute sa vie. Et heureusement, il y a eu aussi des moments plus lumineux dans cette période. Oui, heureusement. En 1947, il rencontre Eva. Ils accrochent tout de suite, partagent beaucoup de choses, les mêmes valeurs, un amour pour la musique, pour la danse. Ils se marient en 1950. Ce sera vraiment une union très forte pour toute leur vie. Après la guerre, l'Europe est en reconstruction. Lui, il regarde ailleurs. Il obtient une bourse pour Yale en 1949. Oui, il décide de partir aux États-Unis, la terre d'opportunité, comme on disait. Il laisse derrière lui cette Europe en ruine. C'est un nouveau départ complet. Radical, oui. Il fait un aller-retour rapide à Vienne pour épouser Eva, et puis il débarque en Pennsylvanie avec quasiment rien. 5 $, 4 valises. C'est là qu'il choisit sa spécialité, l'anesthésiologie. Un domaine en pleine expansion à l'époque. Tout à fait. Et il a la chance d'être formé dans un centre d'excellence, avec des pionniers de la discipline. Mais tout n'est pas simple, il y a des problèmes administratifs, de visa. C'est ça. L'administration américaine lui complique un peu la tâche. Il est obligé de quitter les États-Unis pendant 1 an. Et il atterrit au Pérou, dans les années 50. Au Pérou, qu'est-ce qu'il y fait? Il enseigne l'anesthésie dans un service assez rudimentaire. Et cette expérience, finalement, va lui apprendre quelque chose d'essentiel. L'importance de la simplicité, de l'adaptabilité en médecine. Faire avec les moyens du bord, quoi. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. D'accord. Il revient ensuite aux États-Unis, mais les soucis de visa continuent. Il ne peut pas travailler en Pennsylvanie où il s'était formé. Exactement. Mais il trouve un poste à Baltimore, d'abord à l'hôpital Johns Hopkins, puis au Baltimore City Hospital. Et c'est là vraiment que sa carrière de chercheur va décoller. Il commence à s'intéresser à quoi en particulier? À une question qui peut paraître simple, mais qui est fondamentale à l'époque. Comment on fait pour que l'air passe correctement chez un patient qui est inconscient? L'obstruction des voies aériennes, c'était un énorme problème. Et sa découverte va être simple mais géniale? C'est exactement ça. D'une simplicité désarmante mais absolument cruciale. Il montre que des gestes très simples, basculer la tête en arrière, soulever le menton, et si ça suffit pas, avancer la mâchoire. Dans la plupart des cas, ça permet de dégager les voies aériennes. Celles qui sont obstruées par la langue, les tissus mauves. Voilà, c'est ce qu'on appelle les manœuvres Head Tilt Chin Lift Jaw Thrust, la base. Mais c'est fou. C'est littéralement ce qu'on apprend encore aujourd'hui dans n'importe quel cours de secourisme.
ça vient de là. C'est la première étape, le A pour Airway, les voies aériennes. Et juste après, il rencontre un autre chercheur, James Elam. Ah oui, Elam. Et ensemble, ils vont s'attaquer à l'étape suivante, la ventilation. Comment apporter de l'air aux poumons? Ils se penchent sur le bouche à bouche. Une technique qui n'était pas très populaire à l'époque, si? Non, pas du tout. Assez controversée même. Et c'est là qu'ils vont mener cette expérience assez incroyable. Celle avec les volontaires? Racontez-nous ça. Oui, c'est une expérience qui serait totalement impensable aujourd'hui pour des raisons éthiques évidentes. Des collègues médecins, des infirmières se portent volontaires. Volontaires pour quoi faire? Pour être anesthésiés et paralysés. Chimiquement. Ils mettent littéralement leur vie entre les mains de Safar et Elam. Mais c'est incroyable. Pour quelle raison? Pour comparer l'efficacité du bouche-à-bouche avec une autre méthode de ventilation manuelle qui était utilisée à l'époque, la méthode d'Olger-Nielsen. Quelle confiance il devait avoir en Safar. Et le résultat de cette expérience? Il est sans appel. Le bouche-à-bouche est bien plus efficace pour faire entrer de l'air dans les poumons. Et heureusement, tout s'est très bien passé pour tous les volontaires. Ouf. Donc Safar a maintenant la solution pour le A, les voies aériennes, et le B, la ventilation, breathing. Exactement. Et pendant ce temps-là, toujours à Baltimore, mais à Johns Hopkins, eh bien, ça bouge aussi du côté de la circulation sanguine. Ah oui! Il y a un ingénieur électricien, William Kubonoven, qui travaillait sur la défibrillation, les chocs électriques pour relancer le cœur. Et un peu par hasard, avec ses collègues Knickerbocker et Jude, il découvre qu'en appuyant de façon rythmée sur le thorax d'un animal en arrêt cardiaque, on peut faire circuler un peu de sang. C'est ça. Ils créent un petit débit sanguin artificiel. Ils essayent ensuite sur l'humain, et ça marche aussi. C'est la naissance du massage cardiaque externe, les compressions thoraciques, le C de circulation. Et c'est là que le déclic se fait chez Safar. Il connecte tout ça. Précisément. C'est là son coup de génie. Il assemble les pièces du puzzle. A pour airway, libérer les voies, B pour breathing, ventiler par bouche à bouche, et C pour circulation, assurer un minimum de débit par les compressions thoraciques. L'ABC de la réanimation cardio-pulmonaire, la RCP. Voilà, la RCP est née. Un concept simple, logique, facile à mémoriser. Et surtout, enseignable. C'est ça qui va tout changer, non? Transformer des découvertes un peu isolées en une séquence d'actions que tout le monde, ou presque, peut apprendre. Absolument. C'est ce qui va permettre de démocratiser le sauvetage. C'est un concept simple, puissant, qui va faire le tour du monde et qui, même s'il a évolué, reste la base de la réanimation des dizaines d'années plus tard. Évidemment, ça s'intègre aussi avec les progrès qui sont faits en parallèle sur la défibrillation. Mais pour que ça fasse vraiment le tour du monde, cet ABC, il fallait un moyen de l'enseigner massivement. On ne peut pas s'entraîner sur de vraies personnes. Exact. Et c'est là qu'intervient une autre rencontre capitale dans sa vie. Asmund Laerdal. Le fabricant de jouets norvégien? Lui-même. Une amitié très forte va naître entre les deux hommes. Ils partagent cette fibre un peu humaniste, innovante. Et avec l'aide d'un autre médecin, un anesthésiste norvégien, Björn Lind, ils vont avoir une idée, brillante. Le fameux mannequin de secourisme. Exactement. Ressuscite Anne, un mannequin réaliste conçu spécifiquement pour s'entraîner aux manœuvres de RCP. Libérer les voies, faire le bouche à bouche, masser le thorax. Un outil pédagogique révolutionnaire. Un coup de génie, vraiment. Ça va permettre de former des millions et des millions de personnes dans le monde entier aux gestes qui sauvent. Incroyable histoire. Donc voilà, la RCP est lancée, elle se diffuse, mais Safar, j'imagine, ne s'arrête pas là. Son regard se porte déjà plus loin. Oui, tout à fait. Il commence à réfléchir à l'étape d'après, à ce qu'on appelle la post-réanimation. Une fois qu'on a réussi les premières manœuvres, comment on maintient les patients en vie? Comment on soutient leur fonction vitale sur la durée? Et surtout, la question du cerveau. Exactement. Comment protéger le cerveau? C'est l'organe le plus fragile, le plus sensible au manque d'oxygène. Cet intérêt pour le cerveau, pour les soins prolongés, ça va devenir un thème majeur pour lui pendant les 40 années suivantes. Et c'est dans cette optique qu'il déménage à Pittsburgh en 1961. Oui, il prend la direction du département d'anesthésiologie à l'université de Pittsburgh. Et là, il va créer l'une des toutes premières unités de soins intensifs, les USI, multidisciplinaires aux États-Unis. Qu'est-ce que ça changeait concrètement ? L'idée, c'était de regrouper au même endroit les patients les plus graves avec du matériel de surveillance et de support vital avancé, des respirateurs, etc. Et surtout, une équipe soignante spécifiquement formée à ces prises en charge complexes. C'est vraiment la naissance des USI telles qu'on les connaît aujourd'hui en quelque sorte. Et en même temps, son attention se porte aussi vers l'amont.
vers ce qui se passe avant l'arrivée à l'hôpital. Il se rend compte que beaucoup de vies se jouent là. C'est ça. Il prend conscience de l'importance cruciale des secours préhospitaliers. Il est convaincu qu'il faut des équipes professionnelles, entraînées, ce qu'on appellera plus tard les paramédics, capables de commencer des soins plus avancés dès la prise en charge sur les lieux. Et là encore, pour monter son premier service, il fait un choix qui est assez audacieux et très engagé socialement. Oui, c'est une histoire remarquable. Avec une médecin, Nancy Caroline, il décide de former comme ambulanciers paramédicaux des hommes noirs sans emploi d'un quartier défavorisé de Pittsburgh, le Hill District. Le Freedom House Ambulance Service. C'est ça. Il a dû affronter une résistance énorme, des préjugés raciaux et sociaux. C'était très difficile, mais il a tenu bon, il s'est battu. Et ce service a été pionnier et a démontré une excellence médicale incroyable. Pour Sophar, ce n'était pas juste un service d'ambulance, c'était aussi une affirmation sociale forte. Quel parcours, quelle énergie! Mais sa vie personnelle est aussi marquée par un drame terrible. Oui, en 1966, sa fille unique, Elisabeth, meurt. Elle a 12 ans, d'une crise d'asthme gravissime, ce qu'on appelle un état de mal asthmatique. C'est une épreuve absolument effroyable pour lui et pour Eva. On imagine la douleur, une tragédie qui aurait pu en briser plus d'un. Comment est-ce qu'il a fait face? Cette douleur immense, cette perte, il l'a transformée en une sorte de moteur. Ça l'a poussé à s'investir encore plus dans la recherche, notamment en soins intensifs, et surtout dans ce qu'il appelait la réanimation cérébrale, la protection du cerveau après un arrêt cardiaque ou un manque d'oxygène. Ça a renforcé cette priorité pour lui? Oui. Et ça l'a aussi beaucoup sensibilisé à l'importance du don d'organes, qui était encore très balbutiant à l'époque. Avec un collègue suédois, Åke Greenvik, il va travailler sur quelque chose de fondamental, la définition de la mort cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire, définir la mort cérébrale? C'est établir des critères? Exactement. Il fallait établir des critères médicaux clairs, objectifs, indiscutables, pour pouvoir dire, voilà, le cerveau de cette personne a cessé de fonctionner de manière totalement irréversible. C'est crucial d'un point de vue éthique, j'imagine. Essentiel, notamment pour pouvoir envisager un don d'organes en toute sérénité, sans aucune ambiguïté sur le fait que la personne est bien décédée. Leurs travaux ont été très influents, ils ont servi de base aux recommandations officielles aux États-Unis par la suite. Donc son influence, elle va bien au-delà de la RCP initiale. Il touche à l'organisation des soins, à l'éthique, et son travail rayonne à l'international. Ah oui, son expertise est reconnue partout dans le monde. La Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes lui demande de coordonner la rédaction d'un manuel pour les formateurs en RCP. Un gros projet qu'il mène avec son ami Laër Dahl et un autre collègue, Nicolas Bircher. Ça deviendra un ouvrage de référence. Et pendant ce temps, la recherche continue à Pittsburgh. Toujours. Il continue d'explorer des pistes pour améliorer l'efficacité du massage cardiaque parce que le débit sanguin qu'on obtient n'est quand même pas très élevé. Il cherche des stratégies pour ressusciter des patients après différents types d'arrêts par manque d'oxygène, par hémorragie, arrêt cardiaque pur, et toujours cette obsession, comment protéger le cerveau pendant et après. Et ce qui est aussi fascinant, c'est sa capacité à collaborer au-delà des frontières, même en pleine guerre froide. On pense à sa relation avec les Russes. Absolument, ça c'est assez unique. Il a noué une collaboration scientifique solide avec un grand chercheur russe, le professeur Negovski, à Moscou, à une époque où les échanges étaient très compliqués. Et ça a permis quoi, cette collaboration? Ça a permis notamment de confirmer et de faire connaître en Occident des travaux russes importants sur la réanimation, qui étaient souvent ignorés à cause du contexte politique. Safar a joué un rôle de pont, là aussi. Ça laisse rêveur sur ce qu'on a pu rater à cause des divisions. En 1979, il fait un choix assez radical pour sa carrière. Il décide d'abandonner ses fonctions administratives, la direction du département, pour se consacrer à 100% à la recherche. Et il fonde son propre centre de recherche, l'International Resuscitation Research Center, l'IRCRC, à Pittsburgh. Attendez, c'est bien ce centre qu'il a installé dans une ancienne usine de cercueils? C'est vrai, cette histoire? Oui, c'est exact. Apparemment, l'adresse était sur une rue qui s'appelait Resurrection Way, ou quelque chose comme ça. Il en plaisantait lui-même en disant qu'il passait de la résurrection à la réanimation. Joli clin d'œil. Et ce centre, l'IRRC, il va devenir un pôle majeur de recherche. Oui, une véritable pépinière. Ils vont explorer énormément de pistes pour la réanimation et surtout, toujours pour la protection cérébrale post-arrêt cardiaque. Il travaillait sur quoi, par exemple? Oh, beaucoup de choses. Des médicaments spécifiques, comme les barbituriques, pour essayer de mettre le cerveau au repos, de diminuer ses besoins en oxygène. Des techniques de circulation extracorporelle, un peu comme une machine cœur-poumon temporaire, pour mieux perfuser le cerveau. Des médicaments comme les inhibiteurs calciques. Et surtout, une idée qui va faire son chemin, l'hypothermie.
Exactement, l'hypothermie thérapeutique, l'idée de refroidir légèrement le corps après un arrêt cardiaque pour protéger le cerveau. Comment ça marche, en gros? En baissant la température corporelle de quelques degrés, on ralentit le métabolisme cérébral. Le cerveau a moins besoin d'oxygène et ça limite les dommages qui sont causés à la fois par le manque d'oxygène initial et par le retour du sang, la reperfusion, qui peut aussi être délétère. Et Safar a été un pionnier là-dedans, hein? Oui, il a beaucoup poussé la recherche sur ce sujet. Et il aura la satisfaction vers la fin de sa vie de voir l'hypothermie modérée devenir une recommandation officielle dans la prise en charge des patients après un arrêt cardiaque récupéré. C'est assez incroyable de voir ces recherches de longue haleine aboutir à une pratique clinique standard de son vivant. C'est vrai. Et en parallèle de toutes ces recherches très pointues, il développe aussi un intérêt pour un autre domaine, la médecine de catastrophe. Est-ce qu'il y a un lien avec sa propre expérience de jeunesse, la guerre? C'est très probable, oui. Les catastrophes, qu'elles soient naturelles comme les séismes ou humaines comme les guerres, ça le révulsait profondément. Il a été l'un des membres fondateurs du Club de Mayence en 1976. C'était quoi ce club? C'était un groupe de médecins, au départ surtout européens, qui s'intéressaient à l'organisation des secours médicaux en cas de catastrophe majeure. Ils ont étudié les blessures lors de séismes au Pérou, en Italie, en Arménie. Et là aussi, il en revient à cette idée de l'importance des gestes simples. Oui, avec ses collaborateurs, Klein et Preto, en analysant ces catastrophes, il démontre quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. Souvent, les gestes de premier secours très simples, arrêter une hémorragie, dégager des voies aériennes, réalisés immédiatement par les co-victimes non blessées ou les premiers témoins, ont un impact majeur sur la survie. Parfois même plus que des techniques médicales très sophistiquées, mais qui arrivent beaucoup plus tard. Encore cette idée de l'efficacité à portée de main, finalement. C'est ça. Il deviendra d'ailleurs président de ce club, qui s'appelle aujourd'hui la WADEM, l'Association mondiale de médecine de catastrophe et d'urgence. C'était aussi, il faut le dire, un militant pour la paix. Ah oui. Oui, il était membre actif de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il arrivait à maintenir de très bonnes relations avec l'armée américaine, qui a même financé une partie de ses recherches sur les traumatismes et l'état de choc. Un homme de dialogue, visiblement. Il essayait de les convaincre d'utiliser une partie de leurs énormes moyens logistiques pour l'aide humanitaire en cas de catastrophe. Un vrai conciliateur. Il finit par prendre sa retraite, si on peut dire, de la direction de son centre de recherche, l'IRC, en 1994. Il passe le relais. Oui, il passe la main à Pat Kochenek. Et le centre est d'ailleurs renommé en l'honneur de Peter et d'Eva Safar. Le Safar Center for Resuscitation Research. La chaire d'anesthésie et de soins intensifs de Pittsburgh porte aussi leur nom depuis 1988. Les honneurs arrivent de partout, j'imagine. Oui, reconnaissance aux États-Unis bien sûr, mais aussi des doctorats honoris causa en Allemagne, au Brésil, dans sa ville natale de Vienne. Il a même écrit une autobiographie. Sa renommée est vraiment mondiale. On a beaucoup parlé du scientifique, de l'innovateur, du visionnaire, mais l'homme, Peter Safar, derrière tout ça, comment est-il? Qu'est-ce que la nécrologie nous en dit? Elle le dépeint comme un humaniste, profondément. Un romantique aussi, très cultivé. C'était une passion qu'il partageait avec Eva, son épouse. Il aimait l'art, la musique classique, Mahler, Bruckner, ses compatriotes autrichiens. Il était très attaché à ses racines. Il jouait dans l'instrument, je crois? Oui, il jouait très bien du piano. Et il adorait la danse de salon. L'auteur de la nécrologie, Peter Basket, raconte l'avoir vu danser une valse avec Eva lors d'un congrès à Vienne. Un souvenir visiblement très marquant de leur complicité. Et sur le plan humain, dans ses relations avec les autres? Il est décrit comme quelqu'un d'extrêmement gentil, attentionné, très fidèle en amitié. Il y a ce témoignage assez touchant de Torel Erdal, le fils d'Asmond, le fabricant de mannequins. Oui. Il raconte qu'après la mort de son père, Asmond, pendant 22 ans, sans faute, chaque année, Peter Safar lui envoyait un petit mot pour son anniversaire et aussi pour l'anniversaire de son père décédé. C'est beau. Oui, ça montre bien ce souci constant des autres. Il soutenait beaucoup les jeunes chercheurs aussi, il avait à cœur de transmettre. Peter Safar nous quitte en août 2003. Il y a 79 ans, après s'être battu, nous dit-on, pendant 15 mois contre un cancer, avec beaucoup de courage et d'optimisme. Les hommages affluent du monde entier, évidemment. L'auteur de la nécrologie termine sur cette image très forte, ses yeux qui pétillaient d'une amitié au-delà des mots.
C'est vrai que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ce qu'il a initié, l'héritage est absolument colossal. La RCP qui sauve des vies tous les jours partout dans le monde, c'est en grande partie grâce à lui. Les soins intensifs modernes, l'organisation des services d'urgence préhospitaliers, les avancées sur la protection du cerveau, même l'approche de la médecine de catastrophe, c'est vertigineux en fait. Son impact est partout, c'est vrai. Et ses idées continuent d'influencer la recherche et les pratiques cliniques aujourd'hui. Mais je crois qu'au-delà de la technique pure, c'est peut-être son approche globale qui reste la plus inspirante. Cet humanisme profond, cette quête jamais démentie pour rendre le monde meilleur, comme il disait. Cette capacité incroyable à allier la rigueur scientifique la plus pointue et un engagement social très fort. Et ces progrès qu'il a lancés, ils ont concrètement changé ou pourraient changer la vie de chacun d'entre nous, un jour ou l'autre. Exactement. Et puis, il y a cette capacité qu'il avait à jeter des ponts. On l'a vu avec sa collaboration Est-Ouest pendant la guerre froide, son dialogue avec l'armée tout en étant un pacifiste convaincu, son travail avec les communautés défavorisées, et aussi son insistance sur l'efficacité des choses simples, accessibles. Oui. Et tout ça, ça nous interroge forcément aujourd'hui, non? Dans un monde qui est toujours aussi divisé, qui est confronté à des défis énormes, globaux, quelles leçons est-ce qu'on pourrait tirer de cette approche Safar? Comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer peut-être pour dépasser nos propres clivages, qu'ils soient scientifiques, politiques, sociaux, et travailler vraiment ensemble pour le bien commun, comme lui, il a essayé de le faire toute sa vie? C'est une excellente question pour réfléchir. Peter Safar, il laisse derrière lui une œuvre scientifique majeure, c'est absolument indéniable. Mais il laisse aussi, je crois, l'image d'un homme profondément bon, d'un grand humaniste, dont le parcours exceptionnel continue de nous inspirer. Et peut-être de nous pousser, nous aussi, à réfléchir à notre propre manière de contribuer, à notre échelle, à rendre le monde un petit peu meilleur,